bonjour et bienvenue à toutes et à tous, hein. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire. Alors, pour rappel, donc c'est un webinaire plutôt à destination des établissements de santé publique qui s'appelle Cybersécurité en milieu hospitalier, comment concilier les enjeux réglementaires et budgétaires. Tout un programme. Juste quelques règles de base que je vous rappelle. Donc, le webinaire est enregistré, vous pourrez ensuite le consulter en ligne. Vous pouvez, alors vos microphones sont en principe coupés. Vous pouvez par contre poser à n'importe quel moment vos questions dans le chat, dans le module chat. On a des gens en régie qui vont les relever et puis on y reviendra à la fin de la session. Je vais déjà me présenter moi-même. Donc, je m'appelle Yann Gabriel, je suis directeur Alliance et Marketing chez ITS Integra et je serai votre animateur aujourd'hui. Et j'ai donc autour de moi, virtuellement, on va dire, d'illustres intervenants. Donc, je vais vous les présenter. Le premier est Jean-Nicolas Pietrowski, donc, qui est le PDG et fondateur d'iTrust. Voilà. Et mon chef, le directeur général de d'ITS Integra, Geoffroy Dalaven. Parfait, ils sont là. Donc, juste pour rapidement poser les bases de ce webinaire, donc nous allons passer en revue ensemble la menace bien réelle et malheureusement souvent vérifiée ces derniers temps qui pèse sur les hôpitaux. Mais nous allons surtout proposer une réponse, parce que c'est bien de parler des problèmes, mais il faut surtout parler des solutions. Comme il est toujours beaucoup plus parlant de montrer du concret, tout simplement, hein, vous aurez droit à une démo en fin de session qui sera réalisée par un expert technique iTrust qui s'appelle Thomas. Merci d'être auprès de nous. Donc déjà très rapidement pour rentrer dans le vif du sujet, hein, la sécurité est un investissement. Hein. C'est une belle phrase et elle est malheureusement bien réelle. Donc, aussi réel d'ailleurs que la menace, hein, je pense on est tous unanimes là-dessus. Il y a eu une forte croissance des attaques ces dernières années, notamment depuis 2020 et nos épisodes Covid. On peut également dire qu'il y a une généralisation de la cible, donc c'est aussi bien la PME que la multinationale, que des collectivités locales, ministères, etc., qui sont attaqués. L'ensemble des vulnérabilités qui sont exposées sont exploitées le plus possible par les pirates, dont les attaques les plus courantes, hein, qui vont entre guillemets quelque peu de main en main, on a le hameçonnage, le phishing, toujours plus sophistiqué. Je ne sais pas si vous avez regardé ces derniers temps, il y a des mails qui sont vraiment extrêmement bien faits et c'est vraiment, même quand on est avisé, c'est vraiment pas facile de faire la part des choses. Et puis, souvent, ce qui est un peu la finalité, c'est l'injection d'un ransomware ou d'un rançongiciel en bon français dans un système d'information avec la finalité, principalement le vol de données. Déjà le cryptage et le vol de données. Ensuite, il y a des facteurs certainement accélérateurs tout simplement qui font que le nombre d'attaques a augmenté. Alors il y a la généralisation du télétravail ou télétravail partiel avec des accès qui sont pas toujours très bien sécurisés. Il y a aussi la complexité du SI moderne, hein, qui est souvent hybride, avec du cloud public, du cloud privé et avec d'autres briques, et qui fait que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de laisser des portes ouvertes à son insu, hein, bien entendu. Et puis, un autre facteur, bien entendu aussi, le DevOps, c'est bien. Ça a été pensé pour aller plus vite et au départ, ça n'a pas forcément été pensé pour être très sécurisé. Donc aujourd'hui, bien entendu, la tendance s'inverse là-dessus, mais mine de rien, ça crée aussi pas mal de portes entrées, malheureusement. Alors, parlons spécifiquement des hôpitaux. Alors, je ne vais pas tous vous les refaire. On a noté quelques cas qui étaient très médiatisés depuis 2019, aussi bien en France qu'ailleurs. Hein. Donc, on a l'exemple de Bâton Rouge aux États-Unis. On a également l'exemple avec les NHS, les National Health Services, au Royaume-Uni. Quoi qu'il en soit, de toute manière, en France, rien qu'en France, donc sur 2021, on a eu 730 incidents de sécurité avérés recensés par l'ANSSI, et ce qui représente, il me semble, de mémoire, à peu près un accroissement d'un facteur 2 par rapport à 2020. Donc on est dans le dur, comme on dit. Nous avons choisi de sortir 3 exemples spécifiques. Alors l'idée, c'est pas vous pouvez trouver énormément de documentation là-dessus en ligne, c'est très médiatisé et les informations sont publiques. L'idée, c'est pas de relever chaque cas avec un chrono, quelque chose comme ça. C'est simplement pour vraiment parler un peu des caractéristiques spécifiques sur ces attaques-là. Alors, on a pris le CHU de Rouen qui date de fin 2019.
classique, hein, entrée par un hameçonnage d'un ransomware avec donc le SI, les postes touchés avec chiffrement des postes. Euh, la finalité, l'impact derrière, bah, c'était l'activité qui était perturbée sur plusieurs semaines, donc ça c'est déjà extrêmement grave. Si on va un peu plus loin et on prend donc l'exemple de Dax, qui date de début 2021, alors typiquement, très concrètement, le service de radiothérapie a été inopérable pendant plus d'un mois avec tout ce qui s'ensuit de situations extrêmement graves qui peuvent arriver pour les patients. Puis il y a un autre aspect, et ça a été extrêmement bien décrit sur Dax notamment, c'est que les hôpitaux ont la capacité de passer en mode dégradé, souvent c'est plutôt papier, hein, j'ai envie de dire. Donc de continuer à assurer un service, donc heureusement. Hein. Maintenant, au fur et à mesure des semaines, il y a quand même pas mal de papiers qui s'accumulent. Et dans l'occurrence, la dernière fois que j'ai regardé, donc ça faisait quelque chose comme 30 000 dossiers papier à réinformatiser à l'arrivée. On sait que dans les hôpitaux publics, le personnel n'est pas forcément en abondance et qu'il y a forcément des pressions déjà sur ce personnel-là. C'est pas ça qui va aider sur la charge de travail, très clairement. Et puis le coût estimé par l'hôpital, direct et indirect, est de 2,3 millions d'euros. Donc c'est pareil, c'est pas comme si on avait des budgets illimités en hôpital. On avait également envie, on ne pouvait pas vraiment ne pas en parler, hein, donc le dernier cas, gros cas, qui a été très médiatisé depuis cet été, donc c'est le centre de Corbeil-Essonnes, avec un procédé assez classique, j'ai envie de dire. Donc il y a eu une demande de rançon au départ de 10 millions d'euros, finalement qui a été renégociée à 2 millions et les pourparlers sont toujours en cours. Mais il y a eu un aspect quand même nouveau, j'ai envie de dire, qui est assez effrayant aussi, hein, parce qu'il y a eu la diffusion, la divulgation de données personnelles de certains patients, et puis l'approche même des pirates de ces patients-là, dans l'objectif toujours de les faire chanter tout simplement. On reviendra sur la notion de criticité et de confidentialité des données médicales dans un second temps. Alors, si on peut résumer ça rapidement, hein, on est confronté donc à des rançongiciels. C'est une vraie plaie pour les organisations qui sont touchées. Hein. Ça peut donc provoquer plusieurs jours à plusieurs mois d'indisponibilité. Pardon. Pour Corbeil-Essonnes, il parlait de 7 millions d'euros de coûts et de 12 mois pour revenir à une situation normale. Donc, c'est absolument catastrophique pour le fonctionnement d'un hôpital de cette taille-là. Il y a aussi un aspect bien entendu de reprise médiatique, hein, donc c'est très visible. Entre guillemets, c'est de la mauvaise presse, hein, en quelque sorte. Et puis dernièrement, une perte de confiance des opérateurs publics ou encore des patients envers les hôpitaux attaqués, hein, tout simplement. Les origines, ça ne change pas, hein, ça a toujours été un peu la même chose. C'est malheureusement, c'est les logiciels obsolètes où il manque des mises à jour. Typiquement, c'est des failles diverses et variées dans les sites web. C'est aussi un hébergement parfois non sécurisé ou pas suffisamment sécurisé. Et puis, j'ai une fenêtre qui me bloque. Voilà. Une administration défaillante, ça peut être le cas aussi. Donc, qu'on n'en a pas patché, par exemple, en temps et en heure. Alors, pourquoi est-ce qu'on cible spécifiquement les hôpitaux? J'ai envie de dire, c'est pas vraiment spécifiquement les hôpitaux qui sont ciblés jusqu'à un certain point. C'est tout simplement les hôpitaux font partie de la cible considérée comme facile pour les pirates. Déjà, il y a effectivement un niveau de protection qui peut être relativement faible. Hein. Ça s'explique aussi par des budgets limités et puis la complexité, encore une fois, de monter toute cette protection, cyberprotection d'un système d'information. C'est aussi des SIH qui sont assez complexes, beaucoup d'utilisateurs internes, externes, avec finalement beaucoup de portes d'entrée possibles pour les pirates. L'impact aussi est extrêmement fort et durable, hein, dans le sens où on en a parlé, ça sort tout de suite dans la presse, c'est tout de suite perceptible par le grand public et notamment aussi par les patients qui sont traités dans tel et tel hôpital. Et puis il y a un dernier aspect qui est purement économique, hein, ça vaut de l'or, les données de santé. Aussi sur le marché noir, donc ça vaut plus aujourd'hui un dossier médical personnel qu'un numéro de compte, enfin de carte bleue typiquement.
Il y a également, donc ça c'est plutôt les 3 aspects cybercriminalité. Et puis un autre aspect, on est malheureusement dans un contexte international qui est assez compliqué. Donc un dernier aspect qui est l'ordre du cyberespionnage ou de la cyberguerre carrément, donc avec une perturbation ciblée de la vie publique et donc une déstabilisation des fondements même de la société. Et ça commence bien entendu aussi par les soins. Alors, quel est l'intérêt pour les pirates? On en a parlé déjà rapidement. C'est que c'est déjà le chantage envers l'établissement, donc avec une demande de rançon, des fois que ça passe. On en parlera dans un second temps. Et puis maintenant aussi de plus en plus envers les patients. Donc avec le chantage directement des patients sur la divulgation de données personnelles, avec donc des informations très confidentielles qui peuvent être révélées à un employeur. Il peut y avoir la diffamation, l'atteinte à la réputation. Puis il y a quelques années, c'était les gens qui fouillaient dans les poubelles et qui allaient chercher vos factures. Ceux qui ont déjà été victimes ou qui connaissent quelqu'un qui a été victime d'une usurpation d'identité savent que c'est quelque chose qui est absolument une situation absolument effroyable. Donc avec bien sûr l'accès au compte en banque, l'interception de versements et de virements de la personne concernée, ainsi de suite. Donc vraiment avec une situation catastrophique. Alors, je me tourne vers notre premier intervenant qui est Geoffroy Delaveine. Quels sont les grands principes justement pour mettre en œuvre une protection? Comment est-ce qu'on peut anticiper? Merci Yann pour la présentation de la situation. Avant de parler de SOC, je vais juste revenir 2 secondes sur la problématique du paiement de la rançon, t'en parlais tout à l'heure. Il y a eu une légère polémique ces dernières semaines lorsque le gouvernement a annoncé qu'il était possible de manière encadrée, dans certains cas, de payer des rançons. Ça a créé une certaine polémique parce que depuis de nombreuses années, le gouvernement français était plutôt positionné sur le fait qu'il ne fallait pas payer de rançon pour 3 raisons principales. Une raison qui était plutôt idéologique, sur le fait que il n'était pas bon de participer au financement des activités des cybermalfrats. La deuxième, c'est qu'il n'y avait aucune garantie que les clés de déchiffrement qui seraient éventuellement fournies puissent fonctionner. Et puis le dernier point, c'est qu'il a été prouvé dans différentes études que l'entreprise qui paye une rançon devient souvent une cible. Dernièrement, là, il y a une étude qui était sortie sur le fait que 80% de celles qui avaient payé une rançon ont été de nouveau subi une attaque dans les mois qui ont suivi. Donc voilà, donc il y a effectivement ce point où on est souvent ciblé derrière par les cybermalfrats. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter ces derniers jours avec Guillaume Poupard, qui est le directeur de l'ANSSI, et je l'ai évidemment challengé, entre guillemets, un peu sur ce sujet. Et ce qu'il me disait, c'était que la problématique et l'enjeu n'était pas forcément de savoir s'il fallait payer ou non une rançon. La vraie problématique, et c'est ce sur quoi l'ANSSI travaille le plus, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation. Et pour cela, l'important, c'est effectivement d'anticiper le plus possible. Et selon nous, il y a 4 éléments très importants qu'il faut travailler. Le premier, c'est d'essayer d'avoir, dans la mesure du possible, un SI le plus sain possible. Il est vraiment important de patcher le plus possible nos environnements. Alors, on sait tous que c'est pas simple, c'est des contraintes, c'est beaucoup de boulot, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se focalise sur ce point pour essayer de limiter au maximum les portes ouvertes sur nos infrastructures. Le deuxième point, c'est de s'outiller pour mieux détecter. Alors évidemment, on va y revenir après sur ce sujet et pour donner les moyens de pouvoir réagir de manière très rapide si par hasard il y a une attaque. Le troisième point, c'est la résilience. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions de PRA ou de PCA qui nous permettent de pouvoir soit redémarrer dans un état dégradé, voire même dans un état identique, et donc préparer tous ces plans, et également la gestion de crise associée. Comment est-ce qu'on peut communiquer en interne comme en externe lorsqu'on est dans une crise cyber en cours. Et puis enfin, le dernier point qui est pas forcément le moindre, qui est la formation du personnel, qu'il soit technique d'ailleurs ou pas. Et comment est-ce que on peut former nos équipes pour réagir le mieux possible dans ces moments qui sont toujours assez anxiogènes et très chronophages. D'accord, merci beaucoup Geoffroy. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je me tourne donc vers Jean-Nicolas. Le SOC apparaît comme un dispositif de protection essentiel. Est-ce que tu peux nous rappeler son rôle, s'il te plaît, et nous exposer les grands principes? Ouais, bonjour à tous, tu me dis si tu m'entends pas. Parfait. Le SOC est effectivement, alors, pour avoir un bon niveau de protection, on se rend compte que
que le SOC a un taux de couverture de 98% des techniques d'attaque s'il est couplé avec d'autres outils. Donc aujourd'hui, ça apparaît à la fois comme un outil pour une mise en conformité réglementaire et pour répondre à des contraintes particulières. Je rappelle que certains hôpitaux sont OSE et la plupart, on leur demande de mettre en place des SOC. Donc ça devient aujourd'hui une contrainte réglementaire. Et puis en termes de protection, on a des niveaux aujourd'hui depuis 4-5 ans où on arrive à protéger, nous en tout cas de notre côté, 100% des CHU ou de nos clients. On arrive à déjouer 100% des attaques. Alors je touche du bois, mais on reste, ça va peut-être pas durer, mais en tout cas on reste sur des taux de détection qui sont quand même très élevés. Donc un SOC, c'est quoi? On considère que alors déjà, ça s'appuie sur un principe de défense en profondeur, c'est-à-dire que on va compléter les défenses existantes firewall antivirus par de la défense en profondeur pour détecter les signaux faibles et l'ensemble des données liées à une malveillance. Alors on récupère les logs d'un système d'information. Alors là, pour le cas pour l'offre qui nous intéresse pour les hôpitaux, on va mutualiser l'ensemble de ces logs sur des groupements hospitaliers ou sur certains hôpitaux, des ARS ou des GHT, récupérer l'ensemble de ces logs, les traiter par différents moteurs de détection pour arriver à la fin à avoir, sur une très grande quantité de données d'analyse, uniquement quelques menaces et quelques alertes qui nous permettent de détecter des malveillances, des leaks de données, des vols de données. Donc on va récupérer par exemple des logs de firewall, système antivirus, proxy, DNS, Active Directory, certains serveurs sensibles, certains postes sensibles, des web access, des PAM, des centralisateurs de VPN et des centralisateurs de contrôle d'accès. Et l'ensemble va être supervisé à la fois pour des fins de traçabilité, d'archivage, de traçabilité, et puis à des fins de détection. Alors, le gros avantage aujourd'hui qu'on a sur les SOC il y a quelques temps, puisque les SOC, c'est quand même un principe qui existe depuis longtemps, mais il y a eu beaucoup d'évolution dans ce métier, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à déployer des SOC en quelques heures et non pas en quelques mois. Ça, c'est le gros atout aujourd'hui. Donc, nous, on aide les clients à les configurer juste avec un petit script ou avec uniquement de la configuration de log. Donc, en 1 heure, on est capable de déployer un SOC. Et on a des technologies qui permettent de lutter contre les faux positifs, contre la fatigue du SOC, ce qu'on appelle la fatigue du SOC, c'est-à-dire le trop grand nombre d'alertes. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des solutions qui sont vraiment matures dans le temps. Alors on en a parlé depuis quelques temps avec Geoffroy, avec ITS, de monter une offre qui soit un petit peu dédiée au CH pour respecter leurs contraintes réglementaires. Geoffroy, je te lance sur l'historique du pourquoi et en quoi ITS est complémentaire dans la remédiation du SOC. Ouais, merci Jean-Nicolas. Effectivement, depuis quelques années, en fait, on a monté une offre qu'on a appelée SOC Trust chez ITS Integra, donc qui se base évidemment sur les solutions logicielles, les briques logicielles d'E-Trust dont parlait Jean-Nicolas. En fait, on apporte la couche de service managée en 24/7 sur ces solutions pour accompagner nos clients dans la gestion des incidents de sécurité. Donc c'est une offre qui est souveraine, on y reviendra tout à l'heure, avec des engagements de service très forts et qui sont garantis au sein de nos SLA, des Service Level Agreement. Et puis enfin, on met à disposition de nos clients des outils de reporting et de gouvernance qui permettent d'avoir une visibilité totale des événements de sécurité de l'infrastructure. Donc ouais, on a eu cette première collaboration ensemble depuis à peu près 1 an et demi avec eTrust. Et Jean-Nicolas, ouais, tu nous avais approché avant l'été 2022, donc il y a quelques mois, avec cette idée de lancer cette offre à destination donc, des établissements de santé publique. Je pense qu'il est peut-être important de revenir peut-être sur la jeunesse d'eTrust pour comprendre cet engagement fort que l'on a et qu'on souhaite avoir vis-à-vis de ces établissements. Oui, alors c'est vrai que l'idée c'était depuis 4-5 ans, on propose des SOC à nos clients, des grands groupes, hein, on a 3 ministères, on a une centaine de SOC opérationnels auprès de nos clients. Et l'idée c'était de pouvoir rendre accessible cette technologie et ce savoir-faire avec ITS à différents secteurs, que ce soit les agglomérations, les hôpitaux, les ARS, les GHT, les laboratoires pharmaceutiques, les PME.
Et on a essayé de voir quelles étaient les contraintes de ces structures-là. Donc, on a essayé la force qu'on a, c'est comme on est éditeur logiciel, on est capable de créer notre propre modèle et on n'est pas dépendant de solutions américaines qui sont soit très chères, soit qui ont leurs contraintes de rentabilité. Donc on a voulu faire quelque chose de citoyen, c'est-à-dire qu'il soit, on entend beaucoup d'hôpitaux dire j'ai pas les solutions, j'ai pas les budgets, j'ai pas les modèles qui me sont proposés sont pas conformes à ce que je souhaite. Donc l'idée c'était ça, c'est de pouvoir proposer une offre citoyenne engageante qui protège la nation, qui part d'abord d'un principe avant du business, qui part d'abord d'un principe de dire il faut qu'on protège le citoyen européen, les données de santé, euh, et notre économie et notre santé. Donc iTrust, nous on existe depuis une quinzaine d'années, donc pour bien comprendre, on travaille depuis, on est éditeur de solutions logicielles en sécurité, on est deux produits, Revedium qui est un système UEBA et iCare qui est un scanner de vulnérabilité, qui est déjà utilisé par pas mal de structures, notamment hospitalières. On est société 100% française à capitaux français avec le soutien de l'État et labellisé sur toutes nos activités, alors que ce soit ISO 9001 sur l'ensemble des activités SOC, on est le seul SOC français qui est labellisé ISO 9001, on est labellisé par l'ANSSI, on est labellisé utilisé par les armées françaises, etc. Voilà. Tu peux enchaîner. Il y a Yann sur le. Ah oui bon, ok. on a des activités. Je pensais qu'il y avait un slide entre temps. On a des activités partout en France et à l'étranger. On est présent. Le siège est à Toulouse et on est présent à Toulouse, Paris et sur l'ensemble du périmètre avec une cinquantaine d'établissements hospitaliers qui sont sous supervision iTrust ou iTrust ITS. Pour avoir une protection qui soit pour qu'on puisse faire bénéficier à nos clients avec ITS des meilleurs niveaux de protection qu'on a déjà prouvé depuis 4-5 ans sur des très grands groupes. Geoffroy, sur quoi je peux te lancer? Est-ce que comment s'intègre, quelle est la synergie iTrust ITS sur cette offre-là? Ouais, merci Jean-Nicolas. ITS Integra, nous on est un managed service provider français ultra sécurisé qui existe d'un peu plus de 20 ans. On a 4 solutions, je vais les présenter rapidement, qui existent chez ITS Integra. Le management des opérations, j'en parlais tout à l'heure, les services managés, donc la supervision et l'administration 24/7 que l'on peut mettre à disposition de nos clients avec le maintien en condition opérationnelle de leurs infrastructures, et qui se base sur des infrastructures qui sont soit chez le client, soit dans nos data centers, soit sur des partenaires cloud public. Donc sur la partie cloud public, on a évidemment une offre, une solution qui existe, donc qui est la partie CloudOps, où on est capable de mettre à disposition donc, dans nos data centers du cloud mutualisé ou du cloud dédié pour le compte de clients finaux, ou de mettre à disposition par le biais de partenaires, principalement OVH et Azure, des solutions de cloud public. On a une solution sur la partie DevOps avec des fortes compétences sur tout ce qui est chaîne CI/CD, automatisation, ordonnancement, où on accompagne nos clients sur des projets de migration ou d'expertise sur ces différents sujets. Et puis le dernier point, le sujet qui nous intéresse plus particulièrement, le SecOps, la solution SecOps, avec des solutions donc de sécurité managée, pardon, sur ce point, dont SocTrust fait partie, et un certain nombre de certifications sur ces sujets. Donc ITS Integra, nous on est certifié également ISO 9001 depuis pas mal d'années, ISO 14001 sur la partie environnementale, mais si on s'intéresse plus particulièrement, Yann, si tu peux passer le slide s'il te plaît. Merci beaucoup sur la partie sécurité. Donc on est certifié ISO 27001. On a le label Expert Cyber, donc qui est développé par l'ANSSI, et on est certifié depuis un peu plus de 10 ans HDS, hébergeur de données de santé. Et donc c'est dans ce cadre-là effectivement qu'on a des travaux extrêmement importants sur nos clients dans le domaine de la santé. Au niveau, Jean-Nicolas, ouais, iTrust nous le disait, donc c'est un véritable spécialiste de la cybersécu, et donc on peut se poser la question comment est-ce que iTrust couvre l'ensemble des besoins en protection pour ses clients, et même si tu en as parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, si tu peux revenir un peu sur quels sont vos clients. Oui, alors on a différents types de clients. Évidemment, certains utilisent le logiciel et nos plateformes de sécurité on-premise, d'autres en cloud et d'autres évidemment en cloud mutualisé, c'est-à-dire typiquement pour un ensemble d'hôpitaux ou un ARS, on va pouvoir proposer un SOC cloud mutualisé avec ITS.
pour arriver à diminuer les coûts, arriver à avoir une capacité de détection qui soit plus élevée. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur des secteurs métiers. Donc, quand vous allez travailler sur la threat intelligence avec certains IOC, vous allez avoir une pertinence supérieure sur les secteurs métiers, parce que quand un hôpital se fait toucher ou est en difficulté, vous allez pouvoir répliquer ces modèles de détection et ces IOC sur les autres pour prévenir les propagations. Donc ça, c'est une force. L'ensemble des solutions permet d'avoir une couverture à la fois préventive, c'est-à-dire de détecter les failles de sécurité en amont, ce que tu disais toi Geoffroy tout à l'heure, c'est-à-dire la bonne hygiène du système d'information. S'il n'y a pas de faille de sécurité, je ne peux pas être attaqué, sauf à avoir une attaque humaine ou physique. Donc d'abord corriger les failles de sécurité, les mots de passe par défaut, les répertoires partagés, les mauvaises architectures, les transferts de zones DNS, des choses très, très pragmatiques. Deux, détecter sur la très grande quantité de données pour faire de la détection en profondeur, donc pas uniquement se baser sur des firewalls et des antivirus, mais se détecter, avoir une défense en profondeur qui travaille sur l'ensemble des maillons de la chaîne pour être capable de détecter des ransomware, des malwares, des leaks de données. La seule manière d'y arriver, c'est d'avoir une défense en profondeur, d'où le fait de récupérer des logs de l'ensemble des systèmes d'information, ou au moins d'une partie qui est la partie vitale qui nous intéresse pour avoir une bonne capacité de détection, et qu'on peut compléter aussi par des EDR. Nous, on considère que l'EDR est plutôt un complément intéressant. L'EDR a un taux de couverture uniquement de 47%. C'est bien, hein, c'est beaucoup plus que l'antivirus qui a 3%, mais 47%, c'est encore insuffisant. Alors que le CIEM UEBA, lui, a un taux de couverture qui est autour de 85%. Par contre, si vous avez les trois, effectivement, le scanner, le CIEM et l'EDR, vous avez un taux de couverture qui s'approche des 99%. Là, je me base sur des études qui ont été faites sur la matrice MITRE avec les techniques d'attaque, et des études qu'on a menées avec d'autres laboratoires pour montrer jusqu'où on était capable de détecter. Donc le SOC citoyen peut être équipé d'un EDR complémentaire, ou alors se baser sur des EDR existants. Nous, on travaille avec EZ ou avec d'autres EDR, mais on peut très bien, on a des clients qui utilisent des EDR un petit peu particuliers. On remonte les logs et ça nous permet de faire ce qu'on appelle du XDR, c'est-à-dire la corrélation multiniveau, chose que ne ferait pas un EDR seul, parce qu'un EDR seul ne va corréler que des données sur des postes de travail et des serveurs. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est beaucoup élargir ce périmètre pour avoir des capacités de détection supplémentaires, ce qu'on disait, pour arriver à 99%, mais il va falloir récupérer les logs firewall, proxy, antivirus, PAM, etc. Et ça, l'EDR ne le fait pas. Donc, d'où la nécessité vraiment d'avoir les deux. Et puis d'avoir ce SOC, ce SIEM, qui peut être soit autonome, managé par le client, par les hôpitaux, par les ARS, soit managé par nous et par ITS, dans ce qu'on appelle le MSSP ou le MDR, qui a la capacité à manager un SOC ou à faire de la remédiation automatique ou manuelle pour faire le premier et le deuxième niveau de traitement pour que le CH ou l'établissement n'ait rien à faire à part nous confirmer ou gérer la crise quand il y en a une avec nous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, ce qui est intéressant, oui, on a pas mal de clients, on a une cinquantaine d'établissements de santé qui utilisent nos technologies. Alors, le service de santé des armées, certains CH, certains laboratoires, certaines cliniques, l'INSERM, des groupements hospitaliers comme le Cézanne utilisent les technologies d'iTrust. Donc, c'est des choses qui ont été éprouvées depuis pas mal d'années, et heureusement, on n'en a aucun parmi eux qui a été en une des journaux comme ayant été piraté. Donc ça, c'est une fierté, et c'est notre objectif, c'est vraiment d'arriver de ne pas faire arriver à la négociation un hôpital face à un ransomware, mais d'avoir une approche vraiment préventive. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a voulu faire avec ITS, c'est une offre qui soit capable d'être très facilement intégrable. Donc, je vous parlais de quelques heures, c'est-à-dire qu'en quelques heures, on est capable d'équiper n'importe quel établissement qui envoie ses logs par un script ou par configuration manuelle très simple, ses logs sur le cloud sécurisé sur un SOC, et de les intégrer et de suite les sécuriser et les protéger. Et ces modèles-là sont vraiment pas des modèles discount bas de gamme, c'est vraiment des méthodologies et des technologies qui sont utilisées notamment par les plus grands SOC européens avec nos technologies, qu'on a voulu démocratiser pour les hôpitaux. Donc il y a absolument, on n'est pas dans de la notion de micro-SOC ou de nano-SOC, on est vraiment dans la notion de SOC qui a le même niveau d'efficacité que pour un très grand groupe, mais adapté aux contraintes des clients qu'on a en face de nous, parce que comme on est éditeur, on est capable de créer notre propre modèle qui soit vertueux.
Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Geoffroy, bon, vous aussi, vous avez des références sur le domaine de la santé? Ouais, effectivement, nous on a à peu près 250 clients actifs chez ITS Integra, avec une répartition à peu près 25%, 75% sur 25% sur le public, 75% sur le privé. Et sur la santé, donc j'en parlais tout à l'heure avec la certification HDS, on a vraiment un vertical métier fort sur ce secteur qui représente un peu plus de 35% de notre activité actuellement, la partie santé, avec des établissements publics, mais également privés sur le monde de la santé, que ce soit des établissements de santé privés, mais des mutuelles, des organismes publics sur ce sujet. Voilà la présentation à peu près au niveau de nos clients. Donc on a compris qu'on a affaire à deux acteurs spécialistes, aussi bien sur le secteur et dans la cyberprotection, hein. Est-ce que, Geoffroy, peut-être tu peux nous expliquer en quoi consiste concrètement le fameux SOC citoyen? Et encore une fois, c'est un nom qui a été proposé par Jean-Nicolas et qu'on a tout de suite aimé, hein. Il y Ouais. a une notion vraiment d'engagement. Merci Jean-Nicolas pour cette proposition, effectivement, qui représente juste par son nom, effectivement, la volonté qu'on a sur ce sujet, qu'on décline rapidement en 8 points. Déjà, on souhaitait avoir une offre qui était une facturation fixe et simple à mettre en place. C'est-à-dire que c'est une facturation par lit et par mois. Donc, c'est une facturation qui est forcément proportionnelle également à la taille des établissements sur lequel on se positionne, hein, puisqu'elle est par lit. On en parlait tout à l'heure, c'est une offre qui est souveraine. Ça fait vraiment partie de l'ADN aussi bien d'ITRUST que d'ITS Integra, la souveraineté. Donc, c'est une offre qui est non soumise aux problématiques de cloud ou de Patriot Act. Donc, c'est quand même un élément, on pense, hein, extrêmement important quand on parle de données de santé, particulièrement. C'est une offre qui est conforme aux problématiques RGPD et qui est souvent en plus une aide à la rédaction des PSSI, qui est, Jean-Nicolas en parlait tout à l'heure, pour certains établissements, une obligation des établissements à tenir, enfin à avoir et à tenir à jour ces PSSI. Et puis ensuite, on a la simplicité de contractualisation, déjà avant de parler de la mise en place. Mais sur la contractualisation, c'est une offre par le biais d'ITRUST qui est référencée CIH et également France Relance. Donc on peut tout à fait contractualiser par ce type de moyens. Ça couvre l'intégralité du SI. Et Jean-Nicolas parlait tout à l'heure de la rapidité pour remonter les logs. Il parlait de quelques heures. Donc ça, c'est pour effectivement remonter les logs au sein du SIEM et commencer à les analyser. Nous, on estime qu'effectivement, en 24 heures, on a la capacité de pouvoir avoir un SOC citoyen complet et efficace, c'est-à-dire également avec toute la partie service manager et maintien en conditions opérationnelles. Donc voilà, donc c'est une offre qui est extrêmement rapide dans sa mise en place et qui est enfin très performante, hein, parce que comme on l'expliquait, elle se base sur l'ensemble des briques logicielles d'ITRUST, avec tout ce qui est IA, XDR embarqué directement effectivement à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est rapidement la présentation globale de l'offre SOC citoyen sur ce sujet. Alors, on affichera les détails tout à la fin de la présentation. De toute manière, on vous enverra la présentation, hein, dans un second temps. Alors, ça a l'air magnifique comme ça. C'est encore beaucoup plus parlant si on regarde concrètement de quoi on va parler. Donc, je vais laisser la main aussi de présentation donc à Thomas, qui est expert technique chez iTrust et qui va nous faire une petite visite guidée, j'ai envie de dire, de la solution. Thomas, quand tu veux. Merci Yann. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez mon écran? Parfaitement Ouais, bien pour c'est ma part. parfait. C'est super. Ok, donc le but de la présentation et de la démonstration surtout, c'est aujourd'hui de vous présenter techniquement, hein, l'offre d'iTrust, l'XDR Revelium, et aussi de vous plonger un petit peu dans votre quotidien à l'utilisation du produit, parce que c'est vrai que du coup, c'est un produit qui se marie très bien avec le quotidien, notamment des professionnels de santé, en tout cas des professionnels, on va dire cyber, des entreprises de santé. Donc tout simplement, aujourd'hui, on va balayer un petit peu toutes les interfaces, balayer toutes les possibilités et toutes les features de Revelium. Et donc tout simplement, on va commencer par les menaces. C'est ce qui vous intéresse le plus. C'est les cas d'études qui vont vous être présentés. Donc quotidiennement, les équipes d'iTrust vont analyser
tous vos logs, vont analyser toutes vos alertes et vont transformer ces alertes en cas d'étude. Alors ces cas d'étude, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui va vous permettre en fait tout simplement de faire une action de remédiation et de comprendre la menace sur votre périmètre. Donc tout simplement, je vais vous en montrer un. Parfait. Donc voici l'exemple d'un cas d'étude. Donc c'est un cas d'étude qui est tiré d'une alerte, de CTI, donc on appelle le Cyber Threat Intelligence. Donc c'est des marqueurs qui ont levé une alerte. Et donc là, par exemple, c'est sur une faille qui est très connue, Log4j, vous la connaissez, elle est maintenant un petit peu ancienne. Et donc typiquement, on va avoir des marqueurs qui vont relever ce genre d'alerte. Donc ce qui vous intéresse, c'est tout simplement de voir la détection et l'analyse d'iTrust. Donc vous allez recevoir une communication. Alors cette communication, on peut la recevoir soit à travers la plateforme Revelium, mais c'est également possible par mail ou par SMS. Donc, c'est vraiment voilà, un scope qui est assez intéressant parce que vous pouvez avoir plusieurs types de notifications. Et donc, dans cette analyse, vous allez avoir le détail de l'alerte et toujours de la recommandation et de la possibilité de remédiation de la part d'iTrust. Donc, typiquement, vous allez avoir aussi une case de retour client où vous allez pouvoir nous répondre, nous contextualiser et plus nous aiguiller par rapport à cette alerte-là et nous dire, voilà, OK, nous avons bien bloqué ces IP ou tout simplement nous demander plus d'informations, plus de précision sur l'alerte qui est en cours d'être étudiée, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la partie menace. Donc vous les avez toutes dans la partie case. Et donc ces menaces sont tirées de ce qu'on appelle des threats. C'est tout simplement des menaces qui sont contextualisées à travers les différents moteurs de détection. Alors, nous avons plusieurs moteurs de détection, notamment la corrélation dynamique, qui est donc un moteur qui nous permet en fait tout simplement de corréler des signaux faibles. Donc, c'est des signaux qui sont tout simplement à caractère unique, non pas de caractère malveillant, mais qui agrégent d'une certaine manière, selon une certaine on va dire timeline, une certaine évolution, vont pouvoir nous donner vraiment une menace contextualisée. Et donc, typiquement, ces algorithmes de corrélation vont nous donner ces menaces-là. Alors, on n'a pas uniquement de la corrélation, on a aussi également de la CTI, qui est de la Cyber Threat Intelligence, et du EBA, on le verra un petit peu par la suite. Donc là, le but, c'est de vous montrer un petit peu une menace, à quoi ça peut ressembler. Donc voici une menace. Donc c'est une menace qui est arrivée sur l'Active Directory. Donc c'est tout simplement quelque chose qui peut vous arriver aujourd'hui si vous avez dans vos périmètres, dans vos systèmes d'information des Active Directory. Donc c'est une menace qui résume en fait bien tout le passing, on va dire toute la trame d'attaque de l'attaquant. Donc on va voir vraiment du lateral movement, de l'accès initial, donc de la collection d'informations et donc de l'impact sur votre périmètre. Donc typiquement, cette menace est une corrélation, un agrégat d'alertes qui sont des signaux faibles, mais qui vont dans cette contextualisation être une réelle menace pour votre système d'information. Et ça, donc, ça va être vraiment tous ces moteurs-là qui vont travailler ensemble, corrélation CTI, UEBA, pour détecter vraiment les types avancés d'attaque. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une si bonne, on va dire, qualité en termes de détection sur le SOC d'iTrust. Alors, il faut savoir que toute l'interface est designée selon le framework MITRE, donc qui vous permet de voir un petit peu où en est l'attaque. Donc, on voit les différentes tactiques également donc sur ce diagramme circulaire. Donc, ces menaces, c'est bien. On a parlé d'alertes. Donc, ces menaces sont constituées d'alertes. Donc, vous allez pouvoir retrouver vos alertes directement ici. Donc, typiquement, ça va vous permettre de regarder un petit peu vos signaux faibles. Vous avez aussi des vues qui sont beaucoup plus détaillées, notamment avec les listes, qui vous permettent de voir un petit peu le détail de l'alerte, tout simplement pour avoir plus d'informations sur l'alerte en cours. Il nous semblait très intéressant d'intégrer dans Revelium toute la partie qui va être le reporting qu'on appelle, donc tout ce qui vont constituer des dashboards pour pouvoir vous permettre de piloter votre système d'information et de piloter votre SOC. Donc ça, tout simplement, on l'a intégré dans la partie reporting. Donc vous allez avoir plusieurs dashboards qui vont être à plusieurs niveaux. On va avoir des dashboards qui vont être très techniques, des dashboards qui vont être beaucoup plus globaux pour pouvoir tout simplement s'adapter à l'interlocuteur ou à l'utilisateur tout simplement du produit. Donc par exemple, on aura des dashboards avec le nombre d'alertes reçues, le nombre d'alertes en cours d'analyse, avec les différentes SLA, les différentes criticités, et on va avoir notamment des dashboards d'infrastructure qui vont nous permettre en fait tout simplement dans la même démarche de qualité de rester dans la maîtrise de nos équipements, dans la maîtrise de notre produit également chez vous. Donc voilà pour la partie reporting, sachant que ces dashboards-là sont totalement personnalisables et qu'on les adapte à votre environnement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une plateforme de test, donc on n'a pas vraiment de dashboard très préconçu et très adapté au système de santé. Maintenant, beaucoup de nos clients, de par leurs différents secteurs d'activité, nous font ces demandes-là et on les intègre directement dans la plateforme. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on est capable de faire
de manière assez aisée. Pour finir, on va parcourir les différents moteurs de détection et ensuite, bon, je laisserai Geoffroy et Yann peut-être potentiellement répondre à certaines questions, notamment sur la présentation, parce que j'imagine qu'il y en a quelques-unes. Donc, sur la partie corrélation, c'est le premier moteur de détection. Donc, c'est une corrélation dynamique, tout simplement. On a des aires de détection qui sont tout simplement créées par nos Red Team et nos Blue Team, ce qu'on appelle de la Purple Team. Ce sont des labs dans lesquels on joue des malwares, des ransomware, qui vont nous permettre en fait de tirer des arbres. Alors, c'est des arbres, je ne vous le cache pas, bien plus complexe que celui que je vous présente. Là, le but, c'était vraiment de vous montrer un petit peu comment ça pouvait s'articuler dans le moteur de corrélation. Donc, c'est des algorithmes qui sont totalement configurables. Donc, tout simplement, on peut le baser sur des alertes, sur des logs, sur des intervalles de temps qui sont différents et les scorer de manière très précise. Et ces algorithmes vont nous permettre de tout simplement agréger des signaux faibles pour pouvoir détecter vraiment les menaces qui sont avancées. Donc voilà pour la corrélation. Il faut savoir que de base, il y a, on va dire, une grosse cinquantaine d'algorithmes qui sont intégrés dans votre offre. C'est des algorithmes qui évoluent au cours du temps. Typiquement, quand il y a des CVE ou des nouveaux comportements qui sortent, nos équipes travaillent dessus. Et donc, vous verrez au fil du temps, en fait, tout simplement, votre interface évoluer et les algorithmes, on va dire, augmenter en termes de nombre. Deuxième moteur de détection, la CTI. Donc la CTI, c'est quelque chose qui est assez classique et qui est très à la mode en ce moment. Donc tout simplement, la CTI, si on le traduit littéralement, c'est le service de renseignement sur les menaces, un service qui nous permet de tout simplement récupérer, collecter, partager des indicateurs de compromission qui sont des indicateurs, des indicateurs qui marquent une vulnérabilité exploitée, un ransomware qui a été déployé dans des infrastructures. Alors il faut savoir que du coup, ces indicateurs sont directement intégrés à votre détection. Donc, si demain, vous voulez voir si on est à jour en termes de détection, vous allez dans cette interface-là et vous voyez un petit peu nos dernières recherches, nos dernières études et les dernières CVE qu'on a rentrées dans le Serverless Threat Intelligence. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir voir pas mal de détails. Et bien évidemment, si aujourd'hui vous avez des demandes, des spécificités ou si vous avez, vous, des indicateurs, nous sommes aptes à les intégrer dans votre moteur de détection et vous les verrez apparaître via cette interface-là. Et on est bien évidemment dans un système très cloisonné et on ne les partage pas à nos autres clients. Et dernière partie, la partie UEBA. Donc, UEBA, on parle aussi de machine learning et d'intelligence artificielle. Donc, c'est des algorithmes qui vont nous permettre d'apprendre de votre système d'information, d'apprendre le comportement de vos utilisateurs, d'apprendre le comportement de vos sites web, de vos frontaux web, et qui va nous permettre en fait de détecter des déflexions. Ce qu'on appelle des déflexions, c'est des différences. Donc notamment dans le comportement utilisateur, on a un algorithme qui est spécialisé dans ce comportement-là, et surtout dans l'Active Directory. Donc on va se baser sur plusieurs choses qui sont très classiques, la partie exploration des fichiers, des shares, des dossiers. Et bien sûr d'autres choses, comme par exemple des brute force au niveau des différentes authentifications possibles, que ce soit du Kerberos ou du NTLM sur l'Active Directory. Et ces différences-là, donc tout simplement, l'algorithme va apprendre du comportement utilisateur par 2, 3, parfois un mois. Et une fois qu'il aura appris, on va pouvoir être capable de détecter si la personne est bien la bonne devant le PC utilisateur. Typiquement, une personne en comptabilité n'aura pas du tout les mêmes types d'événements et le même nombre d'événements que quelqu'un qui est administrateur système, potentiellement d'un attaquant qui est en train de bouger latéralement dans votre système d'information. Et donc, typiquement, c'est ce type de détection qui va nous intéresser pour pouvoir vraiment avoir une détection, notamment du mouvement latéral à travers cet algorithme-là. Alors, c'est un algorithme que je vous présente là. Il faut savoir que, alors on en a 5-6 qui aujourd'hui sont très matures et on en a plus d'une dizaine en études. Et typiquement, le deuxième que je peux vous montrer, c'est typiquement un algorithme lié à tout ce qui va être front au web. Donc là, tout simplement, on va regarder un petit peu les réponses qui sont liées à vos frontaux et on va voir un petit peu si il y a de l'énumération qui est faite au niveau de l'attaquant ou autre. Donc typiquement, pour conclure, ces différents moteurs de détection vont nous amener à créer des alertes ou des menaces. Donc ces alertes-là, vous les retrouvez donc du coup dans l'alert mapping et des menaces dans le threat mapping. Et ces menaces vont être analysées par des analystes qui vont les transformer en case. Et là, vous aurez toute la description, la contextualisation et tout l'apport de l'humain, de l'analyse humaine dans cette détection-là. Donc voilà pour la démonstration. Je vais laisser la parole et surtout la présentation à Yann pour poursuivre la présentation. Merci Thomas. Merci, Normalement, Thomas. ça devrait être bon pour vous.
pour que ça s'affiche. Donc, comme je vous le promettais, hein, on affiche ici le contenu de l'offre. Je ne vais pas tout vous lire. Hein, de toute manière, vous aurez le support dans vos boîtes à lettres, j'ai envie de dire, dans les jours qui viennent. Ce qu'il faut retenir, c'est que les besoins sont effectivement pas les mêmes. Geoffroy en a parlé tout à l'heure, hein, entre typiquement, par exemple, un hôpital local et un centre hospitalier régional, en termes de volumétrie, en termes d'exigences potentiellement aussi. Donc, on a pris soin d'offrir un ensemble d'options. Alors, l'idée, c'était d'avoir une offre très simple, très accessible, mais quand même d'avoir un certain nombre d'options, notamment sur les volumétries, pour que tout le monde puisse me trouver chaussures à son pied, j'ai envie de dire, si je peux vulgariser ça de cette manière-là. Je vous propose désormais de passer à la partie questions. J'en reçois, mais par contre en message privé, alors ça c'est pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Donc j'ai une première question donc, pour Didier. Didier, elle est pour vous celle-là. En quoi un SOC empêche un virus d'entrer dans le système d'information? Ne vous battez pas hein, entre Geoffroy et Jean-Nicolas si vous voulez que je répète la question, il n'y a pas de souci. C'est pour Jean-Nicolas. Ouais, bah, c'est un vaste sujet. Tiens, je vous renvoie vers, on avait fait une étude là sur notre blog pour expliquer comment le ransomware Cryptis se propageait dans les systèmes d'information et comment on arrivait à le bloquer. Donc il y a plusieurs techniques, mais le principe de base c'est quand même la défense en profondeur. C'est-à-dire, si vous avez juste le firewall antivirus, évidemment, vous bloquez les accès, mais donc le ransomware ou le malware va quand même s'installer par la messagerie ou par d'autres techniques en utilisant une faille de sécurité. Et donc toute votre défense qui est basée sur la défense périmétrique des 20 dernières années est obsolète puisqu'elle ne détectera pas la propagation et les problèmes. Donc l'enjeu c'est à la fois préventivement de détecter la faille en amont pour la corriger, donc corriger une faille de sécurité d'un poste de travail, d'un serveur qui reçoit un mail et le malware va pouvoir s'installer grâce à cette faille. Et si cette première barrière de protection de défense en profondeur est dépassée et qu'elle est rendue caduque par le malware, on va pouvoir, au travers de tous les logs qu'on va récupérer dans l'ensemble du système d'information, détecter les différences qu'on appelle les kill chains, c'est-à-dire les différentes étapes de la kill chain de ransomware, c'est-à-dire détecter la propagation, l'installation, la contamination, l'exfiltration, la communication avec l'extérieur, et toutes ces étapes peuvent être détectées par des logs et par un SOC. C'est pour ça qu'un SOC est très efficace dans le cadre de la détection de ces nouvelles menaces, parce qu'on ne travaille pas uniquement sur un seul moteur comme l'a présenté Thomas. C'est pas un seul moteur de détection, c'est 3-4 moteurs et qui vont récupérer des données sur l'ensemble du système d'information, donc défense en profondeur. Parfait. J'ai une question d'une participante donc qui nous fait part un peu de son expérience. Hein. Peut-être Geoffroy, elle peut être pas mal pour toi cette réponse-là parce que ça couvre plutôt pas mal notre réflexion aussi à la genèse, au début de la genèse avec iTrust. Donc j'ai pu déployer un SIEM dans le passé. Donc l'équipe sécurité était submergée d'alertes en tout genre, beaucoup de faux positifs. Et au final, nous n'avons pas pu en tirer grand-chose. Votre solution propose-t-elle une approche différente? Ouais, je peux en parler et Jean-Nicolas certainement pourra compléter bien mieux que moi. Mais en tout cas, je peux en parler ne serait-ce que en utilisateur actuellement de la solution, hein, puisque comme on le disait avant de proposer à nos clients l'offre SOC citoyen, il y a l'offre SOC Trust de manière plus générale qui a été proposée à l'ensemble de nos clients, et donc on utilise depuis plus d'un an les solutions SIEM d'E-Trust, et on utilisait d'autres SIEM par le passé. Donc on a pu effectivement comparer entre les différentes solutions, et c'est vrai que et particulièrement sur des solutions open source ou des plus vieilles solutions, les SIEM ça peut être assez verbeux entre guillemets, désolé pour le terme, mais enfin en tout cas effectivement remonter beaucoup d'alertes, et résultat pour les équipes d'exploitation derrière, c'est beaucoup plus compliqué à analyser, beaucoup plus dur d'être réactif, et on en parlait tout à l'heure, la réactivité en cas d'attaque cyber est extrêmement importante, et c'est là tout l'intérêt effectivement, enfin entre autres de tous les autres points dont Jean-Nicolas a parlé, mais l'intérêt de la solution Itrust, c'est que ça embarque des composants d'IA qui permettent effectivement
de faire entre guillemets un premier tri dans les alertes remontées, et donc d'avoir des alertes qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus, enfin, je sais pas si ça se dit, beaucoup plus réelles, réalistes de la situation. Donc, ce qui permet derrière aux équipes techniques d'être beaucoup plus réactifs dans le traitement de celle-ci. Après, Jean-Nicolas, dans le détail, peut-être que toi tu pourras en dire plus. Pourquoi est-ce qu'effectivement ça remonte des bonnes infos? Ouais, la notion importante, c'est la notion d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on traite des milliards de données qui donnent des millions de logs, qui donnent des milliers de traitements, des centaines d'alertes pour arriver à quelques menaces. Et toute la force est de pouvoir remonter ce qu'on appelle des menaces, des trous positifs, c'est-à-dire des menaces avérées et non pas des faux positifs. Et c'est l'ensemble, en fait, c'est l'ensemble des trois moteurs plus l'humain qui donnent des très bons résultats. Vous avez certains SOC ou certaines technologies qui n'utilisent qu'un des trois moteurs. Vous avez certains très bonnes technologies qui n'utilisent pas assez l'humain pour arriver à traiter les bons signaux des mauvais. Et en fait, au travers des 5 dernières années d'expérience, on se rend compte que c'est la force de ces trois moteurs plus l'humain, c'est-à-dire les process et l'humain, qui fait qu'on a des très bonnes capacités de détection, qui est pas infaillible évidemment. On n'arrive jamais à avoir des taux de 100%, mais enfin si, la réalité c'est qu'aujourd'hui on arrive on a protégé depuis 5 ans 100% de nos clients. Encore une fois, ça ne pourra pas durer, mais on arrive à avoir des taux très intéressants par ces trois moteurs plus humains. Et c'est notamment ça la grosse différence des SOC des 10 dernières années. C'est cette capacité des trois moteurs plus l'humain. Et aussi, évidemment, enfin, alors, je fais une parenthèse, avec la capacité de traitement très rapide, hein, c'est-à-dire les nouvelles bases de données qui nous ont permis de traiter des très grandes quantités de données, chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans. Aujourd'hui, on arrive à traiter, grâce au NoSQL pour les techniciens, des très grandes quantités de données qu'on ne pouvait pas faire avant. Et puis, la grosse évolution du SOC, c'est ce qu'on disait, c'est le fait d'avoir des SOC à l'époque qui se montaient en 5, 6, 10 mois des fois, qui aujourd'hui, en quelques heures, un ou deux jours maximum, sont opérationnels. Exactement. Parfait. J'ai vu qu'il y avait entre-temps une petite question dans le module de chat sur la signification de l'abréviation OSE. Donc ça a été répondu, hein, organisme de service essentiel. C'est l'occasion aussi pour moi de dire un grand merci à Amina et Gaël, donc, qui ont œuvré en régie et dans la préparation et organisation du webinaire. J'ai vu que j'avais une dernière question alors, qui avait été posée, je pense, plutôt au début de séance, parce qu'on y a plus ou moins répondu. Pour être totalement complet, et comme il nous reste 2 minutes, donc on est parfaitement bien dans notre timing, je vais vous la partager. Donc, nous avons déjà une protection antivirus. Est-ce que cela n'est pas redondant en partie avec le contenu de l'offre que vous proposez? C'est pas redondant. Mais Jean-Nicolas, tu pourras le. Mais tu as déjà répondu tout à l'heure sur le fait qu'effectivement, vous avez la capacité de pouvoir remonter des logs de différents EDR. Alors, je parle peut-être plus d'EDR que d'antivirus en tant que tel. Mais il y a cette possibilité qui est d'ailleurs extrêmement intéressante dans eTrust, c'est-à-dire que on peut avec cette offre de SOC citoyen, SOC Trust ou eTrust de manière générale, utiliser des outils qui sont déjà en place et les remonter effectivement dans cet entonnoir dont parlait tout à l'heure Jean-Nicolas pour l'analyse effectivement de l'ensemble des logs, quoi. Oui, on l'a pas dit, en fait, on a pratiquement tous les connecteurs, donc on est capable de récupérer toutes les technologies possibles et tous les logs de différentes technologies. Quand on n'a pas une technologie, ça peut nous arriver une ou deux fois par an. La dernière fois, je crois que c'était un framework, un mainframe IBM très ancien qu'on n'avait pas. On le développe et on s'engage à le développer sur des unités d'œuvre. Donc on s'engage de toute façon, si vous avez des technologies un peu exotiques, à les développer. C'est la force d'être un éditeur. On s'adapte et on peut créer des nouvelles règles de détection. Et le SOC est effectivement opérationnel et de suite équipé de plus de 2000 moteurs de détection, enfin, capacité de détection, ce qu'on appelle des threat modules, 3 millions d'AI aussi et plus d'une dizaine d'algorithmes. Alors, et juste pour compléter sur la partie antivirus, l'antivirus est indispensable, hein, il en faut toujours. Les taux de détection des antivirus aujourd'hui sont que de 3 à 5%. Pourquoi? Parce qu'ils détectent sur la base de signatures existantes. C'est-à-dire il faut que le virus ou l'attaque soit connu pour la détecter. Et là, le SOC, lui, va prendre toute sa force
Lui, il va pouvoir détecter des choses qui sont complètement indétectables, inconnues. La semaine dernière, on a détecté 3 ransomware en propagation sur des TPE, PME. On a pu les bloquer de suite. Évidemment, ils n'avaient pas été détectés par des antivirus ou par des firewalls, puisque c'était des nouvelles menaces inconnues. Parfait. Impeccable. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à féliciter et remercier nos 2 intervenants et surtout vous aussi, chers participants. Et puis j'ai envie de dire, prenez vos téléphones et à vos souris et contactez-nous au plus vite pour en savoir plus. N'hésitez surtout pas. Nos équipes sont à votre disposition pour expliquer plus en détail l'offre, pour vous expliquer les différents tenants aboutissants et surtout pour que vous puissiez vous protéger correctement. Merci beaucoup et excellente journée à tous. À bientôt. Merci à tous, merci Yann pour l'organisation de ce webinaire.